Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire ? Une série de reportages et d'interviews uniques signée Volvo Trucks France. Direction Limoges pour découvrir l'usine de remanufacturing Volvo Group. Les salariés qui y travaillent ont pour mission de remettre à neuf des pièces usagées Volvo. Un cycle de vie vertueux que l'on découvre avec Nicolas Birkner. Il est chargé de développer cette économie circulaire et il nous attend aux portes de l'usine. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie, bonjour, bienvenue à Limoges. Nicolas, on va passer par une étape indispensable quand on arrive ici dans l'usine Riemann de chez Volvo Trucks. On va d'abord passer par les vestiaires, puisqu'en fait quand on fait visiter les gens, on est dans un site de production, donc il y a des mesures de sécurité indispensables pour que les gens soient en sécurité. Donc je vais aller vous équiper en gilet et en chaussures de sécurité. Il faut se protéger en fait. Ouais, on est obligé de se protéger. Il y a quand même presque 300 personnes dans l'usine. Il y a des chariots qui circulent 24/24 parce que l'usine tourne 24/24. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas d'accident. Tu fais quoi comme pointure ? Du 39. Allez. Hop. Alors, du 39, du 39. Hop. On a les chaussures de sécurité. Alors, hop, un magnifique gilet. Tiens Marie, tu vas être très belle avec. Surtout visible. Et visible, et surtout visible. Hop. Donc vous faites bien attention quand on est dans l'usine. Il y a des chemins obligatoires. Vous allez voir, c'est délimité par des bandes jaunes. Bon, moi, je ferai attention pour vous aussi un petit peu. Mais les chariots sont prioritaires dans l'usine. Donc c'est une usine clé, c'est la seule en France qui fait ce qu'elle fait ici pour Volvo. Oui, on est en fait sur un site qui a vu le jour en 2003. Alors le Riemann chez Volvo date de bien avant, il date de plus de 70 ans. Mais jusqu'en 2003, on était sur un site qui était juste à côté du centre-ville de Limoges. Et on était sur 23 bâtiments différents, ce qui, d'un point de vue logistique, avait énormément de contraintes. Et donc, Volvo a décidé d'investir en 2001 dans notre branche, qui est le Riemann. Et donc, on a commencé à produire ici il y a 20 ans maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on entend derrière Riemann ? Le Riemann, en fait, est basé sur le fait que le client va aller chez un de nos dealers. Il va commander un produit Riemann. Pour les plus anciens, on appelait ça un peu échange standard avant. Maintenant, on appelle ça Riemann. Et en fait, le principe est que le dealer va commander le produit à un magasin de distribution. Il va pouvoir recevoir le produit sous 24 heures en Europe. Et en fait, quand le produit va être rassemblé sur le véhicule, derrière, l'ancien produit va nous être renvoyé, nous, centre Riemann. Et à partir de là, on va commencer notre processus industriel. Et c'est important de dire industriel. Chaque produit est traité de la même façon ici, dans un process industriel, afin d'être remis en état, remis à neuf, avec les mêmes performances qu'un produit neuf, puisqu'on essaye tous nos produits ici, et on doit obtenir les mêmes performances qu'un produit neuf. Et puis il va être replacé dans le magasin de pièces de rechange en attendant un nouveau client. En fait, on peut parler de recyclage, de réusinage, de réemploi. Quel est le bon terme en fait ? Le terme technique, c'est Riemann. Et en fait, c'est tout un processus industriel qui va consister en fait dans un premier temps à démonter complètement l'organe jusqu'à la pièce primaire. Derrière, on va traiter chacun des composants un à un, vérifier leur qualité, vérifier qu'ils correspondent toujours aux dimensions d'origine du composant. Derrière, on va en modifier certains, en réusiner, comme tu as dit, afin d'obtenir une surface parfaite. Et puis derrière, on va réassembler l'organe, le moteur, la boîte de vitesse,
l'essayer sur des bancs d'essai pour que l'organe ait les mêmes qualités qu'un produit neuf. Et puis derrière, s'il est OK en qualité, il va partir vers un magasin. Pour être replacé sur un nouveau véhicule. Pour donner une nouvelle vie effectivement au véhicule. Donc là, vous l'entendez, on est déjà au sein de l'usine finalement. Et quand on entre dans l'usine, on arrive sur un musée un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a développé il y a 1 an et demi avec le directeur de l'usine. On vient ici, les clients, les dealers arrivent ici et tombent dans un lieu qui est très propre, qui est bien tenu. Et en fait, c'est un peu l'image quand on rentre dans une usine. On se dit c'est du Reman, ça va être sale, ça va être... Eh ben non, pas du tout. Ici, c'est propre. On est très fiers de la propreté de cette usine. Et ça permet d'expliquer très simplement aux gens qui arrivent qu'est-ce qui est fait ici, qu'est-ce qu'une boîte de vitesse d'un camion, qu'est-ce que c'est qu'un moteur, un moteur 8 litres par exemple, quelle taille ça fait. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça donne une vision d'ensemble avant de rentrer directement dans l'usine. Alors, on va avancer tranquillement. On avance tranquillement. Il faut que je respecte les bandes jaunes, c'est ça? Exactement. On va aller en fait dans la zone de réception, puisqu'en fait, comme je t'ai expliqué, quand on a une vente, il va y avoir le retour d'un produit. Et la première chose qu'on va faire dans cette usine quand le produit arrive, c'est l'identifier. On parle de quoi? On parle de quelle référence pour pouvoir savoir exactement quel trésor on a. Puisqu'en fait, nous, on dit que les vieux produits, c'est notre trésor. Il y a un chariot, priorité au chariot. On le laisse passer. Là, on va tourner à droite. Donc en fait, on voit des opérateurs là-bas qui travaillent. Donc, tous les jours, en fait, on est livré des vieux organes qui ont été vendus avant à des clients. Et donc les opérateurs qu'on voit là-bas vont déballer, ouvrir, identifier chacun des produits avant de les stocker derrière ces grands murs que tu as devant toi qui est en fait notre trésor de guerre. C'est là où on stocke toutes nos carcasses. Oui, c'est assez frappant de qualifier de trésor toutes ces pièces que vous allez remanufacturer. C'est notre trésor, pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des produits beaucoup moins chers qu'un produit neuf et surtout beaucoup plus respectueux de l'écologie. Les gens ils sont très attachés ici, quand on fait du Reman, forcément on a le cœur un peu à ce genre de choses et ce que tu as par exemple derrière ici qui est en fait tout notre magasin de pièces neuves, en fait il est caché derrière des murs parce que finalement à chaque fois qu'on met une pièce neuve dans un moteur ou dans une boîte de vitesse, ça veut dire qu'on en a acheté une et si on en a acheté une ça veut dire qu'on n'est pas bien pour la planète. Donc forcément, pour assurer la qualité, il y a un certain nombre de composants qui sont changés systématiquement. Les joints, la visserie, etc. Ça paraît assez évident. Par contre, jeter un bloc moteur, pour nous, c'est un peu un crève-cœur, quoi. Donc il y a vraiment derrière tout ça aussi une dimension écologique, une dimension environnementale de ce projet qui date déjà de plusieurs décennies au sein de Volvo Trucks et qui trouve encore plus de sens aujourd'hui. Oui, effectivement, on fait du Reman depuis 70 ans, grosso modo, dans le groupe. Et sur ce site, il y a un vrai savoir-faire. Pour donner quelques chiffres en introduction, sur un organe, on va dire qu'on sauve autour de 80% des matières. On va avoir à peu près 80% aussi de consommation d'énergie en moins par rapport au fait de produire le même organe en neuf. On n'est plus obligé de fondre les matières, on n'est plus obligé de faire tout ce genre de choses. Et puis en termes d'économie de CO2 pour la planète, on est autour de 70%. Donc c'est chouette, quoi. C'est chouette pour nous, mais c'est chouette aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. On a un mélange assez étonnant dans cette usine finalement parce que le métier de la rénovation est quelque chose de manuel. Les hommes comptent beaucoup ici. Sur une chaîne de production série, un opérateur va connaître 20-30 secondes de process ou 1 minute de process selon le type de produit. Ici, un opérateur, il doit connaître 30, 40, 45 minutes de process. Donc les gens ici ont un vrai savoir-faire et on a très peu de turnover. Les gens, je crois que d'une manière générale, ils sont assez heureux ici. Ils sont assez heureux. Quand on parlait d'assez heureux, on va aller à la première étape de notre process. Et c'est quelque chose qui est très très fort dans l'engagement de l'usine.
c'est qu'on considère que nos opérateurs doivent travailler dans un environnement qui est propre. Or, quand on reçoit un moteur qui a 500 000, 700 000, 1 million de kilomètres, quand il arrive, il est sale. Il est sale, voire même très très sale. Et donc la première opération qui est très importante pour nous, en fait, l'organe est mis dans une série de grosses machines à laver. Et en fait, l'organe va subir un certain nombre d'opérations de lavage externe et de lavage interne pour que finalement, quand l'opérateur commence à démonter le produit n'est pas parfait, mais il est propre. C'est vital pour nous d'avoir des opérateurs qui travaillent dans des bonnes conditions. Et pour travailler dans de bonnes conditions et démonter correctement un produit, il faut qu'il soit un minimum propre. Là, devant nous, on a quoi exactement ? On a en fait une partie de l'engagement de la matinée. Donc on voit l'opérateur qui est en train de fixer un moteur. Donc c'est le prochain qui va passer dans la série de bains. Et puis là, juste devant nous, on a les boîtes de vitesse du groupe Volvo, qui est une des plus grosses fabrications du site. Le site de Limoges rénove en fait toutes les boîtes de vitesse du groupe pour un volume d'à peu près 14 000 par an. Et elles vont toutes retrouver un camion derrière. Ah, et elles vont toutes retrouver un camion derrière. Ouais. C'est vraiment un produit qui tourne beaucoup ici. Côté moteur, les volumes sont importants, mais un petit peu moins importants. On est autour de 2000 moteurs par an. Sachant qu'en fait, il y a plusieurs sites en Europe. Et à Limoges, on fabrique la gamme dite moyenne. Donc, c'est des moteurs qui font entre 6 et 8 litres. Donc dans un premier temps, ils vont donc les laver, comme je viens de dire. Après, derrière, sur la ligne qui est devant toi, en fait, les opérateurs vont démonter pièce à pièce les moteurs. Une fois qu'elles sont propres. Et après, derrière, dans la ligne qu'on voit, qui est un petit peu aérienne et qu'on voit au fond, en fait, on a 23 cuves de traitement chimique, où là, vraiment, chaque composant qui va avoir été démonté va être lavé, dégraissé, va être désoxydé. On va avoir un produit pour enlever la peinture. Et puis au bout de la ligne, la 23e cuve en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le passivant. Donc une fois que tout est passé, que tous les traitements ont eu lieu, on passive la pièce pour pas qu'elle rerouille, pour la protéger finalement des éléments extérieurs. C'est le vernis final en quelque sorte. C'est un vernis final, ouais. Ouais, ça me va pas mal. Ça me va pas mal. On aime bien dire que ce qui a bien vieilli ensemble une fois va bien revivre ensemble une deuxième fois. Et donc en fait on a développé un système tout bête qu'on appelle le système des jetons pour que chacun des composants en fait du moteur qui a été démonté se retrouve après le nettoyage chimique remonté sur le même moteur. Donc on fait des petits paniers et tous les petits paniers ils se retrouvent à la fin. Ils vont être montés sur un chariot bleu comme ce que tu vois le premier qui est là, pour pouvoir suivre le process de rénovation. Elles se retrouvent à la fin finalement. Ah oui, ils se retrouvent tous ensemble. Ce que tu vois à droite, en fait ici c'est notre station d'épuration. On en est très fiers. En extérieur, on précise, ouais, là c'est vraiment à côté de l'usine. Ouais. Quand on est arrivé sur ce site là, il y a un tout petit ruisseau derrière, mais bon il suffirait pas bien entendu. Donc on a développé un système très innovant de récupération de toutes les eaux industrielles. On les récupère derrière, on concentre les boues qu'on envoie dans des filières de recyclage spécialisées. Et toute l'eau industrielle est récupérée, refiltrée et renvoyée dans le circuit industriel. Ici on est dans la partie un peu spécifique sur les boîtes de vitesse. En fait les boîtes de vitesse étaient peintes avant. On a trouvé que c'était un petit peu dommage parce que finalement on est sur des carters qui sont en alu et l'alu quand c'est bien brossé et que c'est propre, je trouve que ça fait très noble. On a changé notre process, on a mis en place un système, on voit l'opérateur en train de passer l'aspirateur. Moi je trouve que le résultat final il est chouette quoi. Quand on touche c'est agréable. Donc on les peint plus, ce qui est aussi bien. Et en termes d'aspect on a un produit brut. C'est beau. Est-ce qu'on peut aller voir ce qu'il fait un peu de plus près ? Bien sûr. Donc c'est un outil qui permet d'aspirer la peinture, c'est ça en fait ? Ça inspire la grenaille en fait. L'opérateur il va prendre la boîte de vitesse. Bonjour, ça va bien ? Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?
les boîtes elles sont lavées à côté. Et moi, j'ai juste à rentrer la boîte dans la machine. C'est une machine qui s'appelle la Rossler. Et ça grenaille la boîte en fait. Donc grenailler la boîte, ça enlève cette partie-là en fait, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Ça finit d'enlever et ça donne cette couleur brute de l'alu qui est super sympa, quoi. Ça va, c'est pas trop long? Non, ça va. Et il faut être très précis parce qu'il y a plein d'endroits, c'est assez minutieux comme travail. Oui, voilà. Et là, vous avez passé combien de temps sur cette boîte de vitesse? En moyenne, on met 8 minutes pour une boîte. Merci. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont donc plusieurs sur une table. Oui, c'est ça, là. C'est un peu le Riemann de demain que tu vois sous tes yeux. C'est un produit qu'on a intégré il y a 1 an qui s'appelle les NOx. Qu'est-ce que c'est? Les NOx, en fait, c'est un capteur qui se situe sur l'échappement du camion. Comment tu l'écris déjà? Alors, c'est NOx, c'est NO et X parce qu'il y a du monoxyde 2, du dioxyde 2, etc. Et en fait, ce capteur-là est sur l'échappement de nos camions et il va contrôler en fait la conversion de l'échappement des moteurs pour s'assurer que nos véhicules sont conformes à la norme en vigueur en Europe, qui est la norme Euro 6. Donc c'est contrôler ce qu'ils émettent. C'est contrôlé et donc en fait ici, ce que les opérateurs font, ils coupent en fait la partie capteur en elle-même et en fait ils vont mettre un capteur neuf à la place. Ils vont complètement nettoyer dans les petites machines qu'il y a au fond. Ils vont complètement nettoyer la partie électronique et le corps électronique du NOx. Et après derrière, on va remettre des éléments neufs, des éléments électriques. C'est ce que l'opérateur est en train de faire. Enfin, en fait, il met une petite bague et puis on ressoude les 2 gaines et c'est reparti pour une nouvelle vie. Et là, l'opérateur, toi, ce qu'il est en train de faire, il est en train de prendre les 2 bouts du câble électrique et il les met dans cette petite gaine qui va être rétractée juste après. Alors, on est sur un gros volume. L'an dernier, quand on a attaqué la production, on en a fait 1500 et cette année, les volumes annoncés sont plus autour de 50 000. Donc c'est chouette quoi, puis toi c'est du 2-8 et tu regardes là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opérateurs. Donc sur 2 équipes ça fait 16, c'est 16 personnes qui travaillent. C'est bien. Il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance, alors ils ont des masques mais on arrive à voir sur leur visage que ça sourit, ça a l'air d'être une bonne ambiance entre eux. On est dans un milieu semi-rural à Limoges, donc les gens se connaissent et beaucoup se voient aussi à l'extérieur. Donc il y a un peu cette ambiance familiale quoi, dans l'usine aussi, tout en étant professionnel. C'est vraiment 2 choses différentes. Mais oui, les gens se connaissent. Moi, j'aime bien, les gens se disent bonjour le matin. On va poursuivre la visite de cette grande usine Riemann qui a plusieurs pôles, comme on le découvre ensemble depuis le début, plusieurs pôles de remanufacturing, de réemploi de certaines pièces. Il y en a une qui en particulier, et vous en êtes très fiers, c'est un petit peu votre pôle d'excellence ici. Oui, c'est Attends, on va passer par là parce que là, c'est une zone qui est dangereuse. Merci. Oui. Heureusement que tu es là. Oui, c'est les filtres à particules. C'est un produit qu'on a récupéré en 2009, alors même que la norme Euro 6 n'était pas encore en vigueur. Quand on a lancé ce produit à l'usine, c'était dans un tout petit coin. Les gens presque se moquaient de moi en disant « Mais qu'est-ce que tu nous as ramené, Nicolas ?» Et effectivement, ça tenait dans une petite zone qui faisait 3 mètres sur 4. On avait quelques DPF à nettoyer chaque semaine. Alors, il faut quand même que tu nous resitues un petit peu un filtre à particules. Ouais, c'est quoi? C'est où? Dans le moteur? Ça sert à quoi exactement? Oui, excuse-moi. Ouais, alors le filtre à particules, c'est aussi un élément de l'échappement. L'échappement, et donc il aide au fait que nos véhicules sont conformes à la norme Euro 6. Et donc le filtre à particules, il a 2 fonctions. Comme le dit son nom, filtre. Donc effectivement, il va filtrer les suies et les cendres qui sont issues de la combustion du moteur. Ça, c'est sa première fonction. Et il a une deuxième fonction qui est un petit peu moins connue et en fait qui correspond à une participation à la réaction chimique qui est nécessaire pour transformer tout ce qui est mono
monoxyde d'une manière générale à tout ce qui est dioxyde et qui la rend compatible avec la norme Euro 6. Et donc ils sont rénovés, ils sont remanufacturés ici. Ouais, exactement. Tout est rénové ici. Quand on a commencé, effectivement, comme je te disais, on avait des volumes qui étaient très très bas. Hein. C'est monté petit à petit. On a été obligé de passer en 2,8, de passer en 3,8. La semaine prochaine, on attaque les week-ends. Et en termes de volume, maintenant, on en nettoie à peu près 50 000 par an. Et c'est chouette, quoi. C'est assez rigolo parce que quand on croise nos amis suédois et qui viennent, ils nous appellent la French Bakery maintenant. Puisqu'en fait, dans le process, on les brûle pour détruire les suies, on brûle dans des fours et il y en a une 30aine à l'usine. Donc il fait très chaud, pas loin de cette zone-là. Oui, alors on a des systèmes d'évacuation de la chaleur, mais oui, les fours ont une période de brûlage de 4 heures à 650 degrés. Là, on a un très beau robot, on a une belle pièce ici. Hein. Ouais, c'est notre dernier joujou. En fait, on a développé ce robot, un investissement d'un peu moins de 2 millions d'euros quand même. Et c'est quelque chose qui est complètement fait maison. On a développé ça avec les ingénieurs centraux du groupe Volvo, bien sûr. Mais maintenant, en fait, on arrive à détecter finalement si le filtre à particules convertit correctement les monoxydes en dioxyde. Donc là, il est en fonctionnement, c'est super impressionnant là. Donc toi, il a pris le filtre à particules là et il est en train de l'envoyer à la zone de sortie. En fait, il y a 3 postes sur cette zone. Le premier poste est vraiment la détection de la réaction chimique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on vient brosser en fait le DPF pour que l'aspect soit propre. Et notamment dans la zone de la collerette, qui est une zone importante en termes de qualité pour le filtre. Et puis après, derrière, on va venir le graver. C'est le bruit que tu entends là. En fait, on vient regraver puisque c'est devenu un filtre Riemann qui est passé chez nous. Donc, on va lui mettre son numéro de série, on va lui mettre toutes les informations pour dire qu'il est passé à Limoges. C'était important de le faire de manière automatisée avec un robot ? Oui, en l'occurrence, pour ça, on a trouvé que c'était important. Moi, j'aime beaucoup le travail manuel. Ça apporte du boulot à Limoges et je l'aime beaucoup. Mais là, on est sur des tels volumes. Maintenant, les filtres, on est autour de 220, 230. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. On va peut-être passer à 250 par jour cette année. Et ça reste quand même des objets et des produits qui font 15-16 kilos. Donc, pour nos opérateurs, à un moment, c'est bien quand même qu'ils soient aidés. Oui, c'est trop dur. Ça approche de nous. C'est super impressionnant. Ouais, il faut quand même vous détailler que le robot doit faire peut-être 2 fois ma taille, replié. Donc déplié, c'est hyper impressionnant. Et en plus de ça, derrière ce robot, il y a une histoire. On s'est fait aider par l'ENSI-ENSIL, qui est l'école d'ingénieurs de Limoges. On est en local, c'est vraiment super chouette, quoi. C'est rigolo que tu viennes aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a une semaine et quelques, j'ai invité la directrice de cette école d'ingénieurs à venir visiter le site. Et on est resté pendant une bonne demi-heure devant la machine. Et elle était là, mais c'est vrai que c'est mes élèves qui vous ont aidé à développer ça. Je dis, bah oui. Et c'est chouette pour eux de se dire, en fait, c'est pas juste du papier, quoi. C'est en vrai maintenant, ça tourne. Il y a eu un vrai investissement derrière. Et on va voir les hommes qui sont aussi derrière les filtres à particules. Tu vas voir, ils sont un peu habillés en cosmonautes. Effectivement, j'en aperçois quelques-uns. Alors on va rester un tout petit peu éloigné. En fait, le filtre à particules, comme il collecte les suies et les cendres de la combustion de nos moteurs, c'est un produit qu'il faut maîtriser en termes de sécurité. Ça a été un de mes leitmotifs avec tous les gens à qui j'ai pu faire visiter cette zone, de dire attention, le filtre à particules, il protège les gens, mais il protège les gens qui sont protégés aussi. Donc quand on manipule ce genre de produit, il ne faut pas plaisanter, c'est quelque chose qui est dangereux. La céramique, quand elle est détruite et qu'elle devient en poussière, il ne faut pas la respirer. Donc en fait, nos opérateurs ici, comme tu les vois là, ils ont tous un masque, ils respirent tous avec un système de filtration, tout simplement pour leur santé, hein, c'est important. C'est important. Donc nous, on ne peut pas y aller, du coup on n'est pas équipé pour. On n'est pas équipé pour, mais bon, on voit bien. Donc en fait, là-bas derrière, ce que tu vois, c'est notre
c'est notre boulangerie, c'est là où on cuit. Et puis là-bas, là à gauche, toutes les machines que tu as là, c'est toutes les machines pour le process, pour venir nettoyer les cendres, les suies, avant de, avec les rouleaux, la rentrer dans la machine qui permet le test final et le test chimique. Par le robot. On a commencé par la fin en fait. Hein. Ouais, on a commencé. Mais au final, le travail commence beaucoup plus loin. Les filtres à particules, ce sont ces cylindres que l'on voit ici. Ouais, les filtres à particules, c'est les gros cylindres que tu vois là, qui pèsent 15 kg. Les gros de la gamme HDEP pèsent un petit peu plus de 15 kg. Ces filtres à particules, ils peuvent avoir combien de vie? En fait, on n'a pas de limite et on ne le sait pas encore vraiment. On a beaucoup de fils qui sont revenus pour la première fois et maintenant on commence à voir des volumes relativement significatifs de filtres à particules qui reviennent pour la deuxième fois. Ça y est, ça commence. Oui, ça commence. Sachant que bien évidemment, je pense que maintenant tu l'as compris, une fois que si notre filtre est détecté mauvais, on ne le met pas à la poubelle. On est dans une usine où le recyclage est primordial pour nous. Donc vous triez. Et donc on trie. Ouais. Mais il me semble que j'ai vu tout à l'heure tout ce qui était des bacs à rebut. Ouais, c'est ça en fait, le rebut. Donc il y avait différentes matières qui étaient destinées au rebut, donc ce qui va finalement ne sera plus utilisé ici mais réemployé ailleurs. Exactement, c'est un de mes gros sujets du moment, c'est de travailler sur tout ce qui est recyclage des matières quand elles sont scrappées. Scrappées ? Oui, scrappées ou jetées à la poubelle en fait. L'homme extrait, j'ai découvert ça récemment, l'homme en fait extrait de plus en plus de matière du sol. Et là où on extrayait autour de 30 gigatonnes en 1972, au moment des accords de Paris, on était autour de 90 gigatonnes. Et en fait, ça continue de monter. Il y a quand même quelques signes un peu alarmants du fait qu'on extrait de plus en plus de matière vierge de la Terre. Autant je trouve qu'il y a une vraie évolution très favorable en ce moment sur le contrôle climatique. Sur le fait de recycler les matières, on n'y est pas encore. Et moi, je suis fier d'y travailler. Ça donne du sens aussi à ton métier, ça donne du sens pour les générations futures? Ah oui, complètement. Moi, j'aimerais entendre mes petits-enfants me dire qu'ils sont fiers du travail que j'ai fait là-dessus. Ouais. Maintenant qu'on arrive au bout de la visite de l'usine ensemble, j'ai une question, c'est comment est-ce que les clients, qui au final sont les premiers utilisateurs de toutes ces pièces qui sont remanufacturées ici sur le site à Limoges, comment ils perçoivent ces pièces-là? Quel est leur sentiment? Est-ce qu'on a encore des préjugés, on va dire, sur les pièces de seconde main? Je dis seconde main parce que c'est d'une manière un peu générale et puis c'est très à la mode d'employer ce mot aussi. Mais concrètement, est-ce que les gens craignent d'utiliser ces pièces? Je crois que les temps changent. Comme nous, on s'est amélioré dans le temps, on a vraiment maintenant une qualité qui est comparable à un produit neuf. Je crois que nos clients et les clients du groupe Volvo le savent. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement la garantie d'un produit Riemann est la même que la garantie d'un produit neuf. On a la même qualité, on n'aurait aucune raison d'avoir une garantie inférieure. Malgré ça, finalement, à chaque visite que l'on fait, on voit les gens qui sont assez émerveillés de se dire « Ah ben oui, mais le Riemann, ça se fait dans une usine industrielle, ça se fait avec cette qualité. » Et c'est vrai que l'usine est un bel outil marketing pour les gens, pour qu'ils se disent « Ah ouais, le Riemann, c'est ça, c'est ce niveau de qualité. » Alors il y a une personne qui est dédiée à la relation clientèle justement de toutes ces pièces qui sortent de cette usine ici à Riemann, donc qui trouve une deuxième vie en quelque sorte. C'est Julie qu'on peut peut-être aller rencontrer et qui va nous expliquer un petit peu comment est-ce que le marché, comment est-ce que les clients réagissent face à cette nouvelle offre, à cette offre qui ne cesse d'augmenter. Oui, on va aller accueillir Julie. On a une histoire de quelques années ensemble, puisqu'on a développé tout un tas de choses que tu vas nous expliquer, Julie. Oui, bonjour. Avec plaisir. Bonjour Nicolas, bonjour Marie. Qu'est-ce que tu penses de nos produits, toi qui as visité cette usine et qui est en contact des clients tous les jours? Moi je suis fascinée à chaque fois que je viens à Limoges. C'est la 4e fois que je viens ici. Et je suis étonnée, comme tu as été étonnée Marie, donc par la propreté de cette usine, la qualité des produits qui en sortent, leur savoir-faire et la fierté qui se dégage des gens qui travaillent ici. On sent qu'ils sont vraiment fiers de ce qu'ils font et ils peuvent l'être parce que nous, nos clients sont satisfaits des pièces Riemann. Alors ton poste exact au sein de Volvo Trucks, quel est-il? Quel est ton lien en fait avec toutes ces pièces qui sont remanufacturées ici à Limoges?
Donc moi, je travaille chez Volvo Trucks France, à Saint-Priest, près de Lyon. Je travaille à l'après-vente et je m'occupe de la logistique après-vente. Plus précisément, je suis en charge d'assurer la disponibilité des pièces de rechange. Donc faire en sorte que nos points de service aient les bonnes pièces en stock, au bon moment et en bonne quantité, pour pouvoir répondre à la demande de leurs clients. Mais il y a une petite contrainte à ça, c'est qu'il faut que je optimise la valeur de stock. Voilà mon rôle. Et puis depuis un peu plus d'1 an, donc je travaille avec une équipe, avec 6 autres collègues, sur donc les pièces Riman. Donc notre objectif, c'est de promouvoir les pièces Riman auprès de points de service et de faire en sorte qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs de ces pièces Riman auprès de leurs clients finaux. Il y a un travail à faire là-dessus. On a des préjugés sur ces pièces qui sortent de l'usine Riman. Il y a encore certains préjugés qu'on essaye de faire tomber. Pour ça, notamment, on a organisé une formation sur les pièces Riman, formation qu'on organise ici, sur le site de Limoges. Et cette formation comprend une visite de l'usine. Donc l'objectif, c'est que nos points de service soient vraiment convaincus et conquis par la qualité des pièces Riman. Et d'ailleurs, on a déjà certains retours de collègues qui ont été formés aux pièces Riman et qui sont venus ici. Et ils nous ont dit... J'avais quelques préjugés et vraiment ils sont tombés. Je suis bluffée par la qualité des pièces qui sortent de cette usine. Il y a quand même des atouts, un intérêt à aussi choisir délibérément une pièce qui a déjà eu une vie. Oui, il y a pas mal d'avantages à choisir une pièce Riman par rapport à une pièce neuve. Et je dirais que le principal avantage, c'est son rapport qualité-prix. La même qualité qu'une pièce neuve. La pièce Riman, elle est donc réusinée, elle bénéficie des dernières spécifications techniques et elle présente un avantage prix compétitif. Une pièce Riman, c'est environ 30% moins cher qu'une pièce neuve. Donc voilà, c'est vraiment le gros avantage du Riman, c'est le rapport qualité-prix. Mais il y a d'autres avantages. Ce sont des pièces respectueuses pour l'environnement. Ce sont des pièces qui ont la même garantie que les pièces neuves. Est-ce qu'il y a une disponibilité aussi rapide que les pièces neuves ? Alors il y a une disponibilité aussi rapide que les pièces neuves et puis surtout quand on doit changer une pièce d'un camion, plusieurs possibilités s'offrent à nos techniciens. Soit ils démontent la pièce et ils mettent une pièce neuve, soit ils font une réparation. Et le fait de mettre une pièce Riman, ça permet de gagner du temps. Monter une pièce Riman, disponibilité accrue. Ça permet de remettre le camion sur la route beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, ces pièces Riman, elles sont commercialisées de quelle manière ? Est-ce qu'on les trouve dans tous les Volvo Trucks Center ? Alors, on les trouve dans nos 118 points de service, effectivement. Et aujourd'hui, nos pièces Riman, elles représentent près d'un quart des pièces qui sont en stock dans nos points de service. On est à 24% exactement. Donc, c'est un bon score. Il y a une forte culture du Riman chez Volvo. Particulièrement chez Volvo Trucks France. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près 24%, mais on peut aller encore plus loin. Et c'est l'objet de notre équipe, de notre groupe de travail, de promouvoir le Riman, de faire en sorte que nos points de service deviennent de véritables ambassadeurs du Riman vis-à-vis de leurs clients. Ça me permet d'enchaîner sur la question que l'on pose à tous les intervenants de ce podcast. On va commencer avec toi, Nicolas. Selon toi, quel sera le camion de demain ? J'espère que ça sera un camion qui continuera à amener des enfants à l'école, à distribuer des produits pharmaceutiques et tout ce qui est déjà fait par le groupe Volvo. Et d'une manière générale, comme j'aime beaucoup le groupe Volvo, je suis très fier d'y travailler. J'aimerais bien que mes petits-enfants soient fiers de ce camion-là aussi. Selon toi, Julie, quel est le camion de demain ? Un camion dans lequel il y aurait beaucoup de pièces Riman, le plus possible, de pièces réusinées. Pour moi, ce serait top. Merci à tous les deux, merci pour cette visite. Je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir pu emmener ceux qui nous écoutent, moi d'avoir pu le découvrir aussi. Tout le monde ne peut pas rentrer dans cette usine, donc on se sent privilégié. Merci Nicolas. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir pour moi. Et merci Julie de nous avoir accompagnés également. Merci Marie.